Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo surprise. Ouais, encore une. À force d'en faire, ça va plus vraiment en être. Comme annoncé précédemment, le week-end dernier, nous étions au Geek Touch avec quelques collègues du Paléotube. On a vraiment passé un super week-end là-bas, il a été bien rempli. Vous avez été assez nombreux à venir nous voir à notre stand pour participer à toutes nos activités. Et le dimanche, nous avons fait une table ronde avec les collègues Cédric Jurassic, Valéoraptor, Eiffel Reptile et Parlons Évolution. Et en plus d'y participer, je me suis également chargé d'enregistrer la dite table ronde et comme ça vous allez pouvoir la visualiser presque comme si vous y étiez. J'espère que vous allez apprécier nos divers échanges durant cette table ronde qui portait donc sur la paléontologie dans les médias, le cas YouTube. Bon, par contre, je vous préviens, à la toute fin de la table ronde, l'enregistrement de ma caméra s'est arrêté et donc à la toute fin de la table ronde, on nous avait posé une dernière question. Et malheureusement, vous n'aurez pas la totalité de la réponse. J'espère quand même que vous allez apprécier la vidéo. Ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti une vidéo depuis de 30 minutes sur ma chaîne, donc au moins c'était l'occasion. Il me reste plus à vous dire qu'on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Comme d'habitude, d'ici là, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à plus. Bonjour à tous, merci pour votre patience, vraiment. Désolé pour ma voix, je suis un peu malade. Alors, donc nous sommes le Paléotube, enfin un échantillon du Paléotube. En tout, on est 18 chaînes spécialisées dans la vulgarisation en paléontologie. On a tous nos formes, nos formats, nos façons de faire et nos sujets qui sont bien différents. Donc à la base, on existe depuis pas très longtemps. Donc ça a été fondé en 2016 sur la base de 2 membres, donc de 2 à 18. On a plutôt bien grossi quand même. Et donc là maintenant je vais laisser mes camarades se présenter tour à tour. Alors, bonjour à tous, alors moi je m'appelle Jonathan, je tiens la chaîne Paléogie. Alors pour dire mon approche, moi j'essaye de combattre les idées reçues sur la paléontologie. Parce que pour présenter un peu mon parcours, moi j'ai fait un master en paléontologie que j'ai validé il y a 3 ans. Et depuis après, normalement, j'aurais dû aller vers le doctorat, mais la recherche ne m'attirait plus, donc je me suis reconverti dans la communication scientifique. Et aussi, moi, mon domaine de prédiction, c'est plus l'évolution des mammifères. Bonsoir, moi c'est Cédric de la chaîne Cédric Jurassic. On va zapper tout ce qui est parcours scolaire parce que voilà, je suis youtubeur de toute façon, donc on s'en doute bien. Après, comme le reste, je parle principalement de paléontologie, mais pas que. Je parle aussi d'animaux actuels, puisque de toute façon c'est lié. Et ma spécialité, je pense que c'est les blagues de merde. Ah bah non, on regarde. Donc moi c'est Eiffel de Eiffel Reptile. Comme John, j'ai fait un master de paléontologie, enfin je suis encore dedans pour au moins 1 mois. Je sais pas ce que je vais faire après. Moi, ma spécialité, c'est les reptiles, donc je ne fais de la paléontologie que sur ce groupe. Et de temps en temps, comme Cédric, je parle de bestioles actuelles, mais encore une fois, que des reptiles. Merci. Alors moi, c'est Makerod de la chaîne Parlons Évolution. Donc moi, j'ai fini mes études depuis un moment, j'ai juste un niveau de licence en biologie. Et je ne travaille pas du tout dans ce domaine-là, moi j'ai créé ma chaîne juste par hobby. Et mon domaine de prédilection, c'est pas tellement la paléontologie à proprement parler, c'est plus les mécanismes de l'évolution, c'est de la biologie évolutive. Voilà. On va faire passer un peu derrière. Voilà. Bonjour à tous, moi c'est Valentin de la chaîne Valéoraptor. Pareil, donc j'ai un master en paléontologie et paléo-environnement que j'ai fini il y a un petit moment quand même, quelques années. Et pareil, n'ayant pas obtenu de sujet de thèse, je me suis reconverti dans la muséographie. Donc pour l'instant, je suis en attente d'emploi, comme on dit, c'est une appellation classe pour dire chômage. Du coup, mon objectif à moi, je me suis spécialisé dans un gisement que vous pourrez voir au stand du Paléotube si vous voulez voir après. Un gisement qui s'appelle les Phalins, c'est un sable marin très riche en fossiles. Et j'ai une très grosse collection. Mon objectif, ce serait de faire un petit musée dans le Maine-et-Loire dédié à ça. Et donc ma chaîne, en l'occurrence, parle de paléontologie, parce qu'on est là pour ça. L'an dernier, je me suis lancé le défi de faire une vidéo par mois sur la critique de Jurassic Park 3. Voilà. Et je suis toujours vivant, rassurez-vous.
Et du coup, voilà, sinon les autres sujets traités, c'est plutôt des critiques de films sur la palle, des sujets un peu variés comme les hétérochronies de développement. Voilà. Allez voir ma chaîne, abonnez-vous. Je vous jure, on se marre. Hein. Et pareil, mention spéciale blague de merde de mon côté. Voilà, c'est plutôt pas mal aussi. Voilà. Donc vous voyez, j'ai promis de la diversité, rien que là, le peu qu'on est, vous l'avez. Et maintenant, il se trouve qu'on a beau s'être, entre guillemets, nous regroupés pour parler de la paléontologie. La paléontologie, ça fait un certain moment que c'est présent dans les médias, et depuis l'aventure YouTube, ça s'est développé, entre guillemets, avant nous. On n'a pas été les premiers à en parler, même malheureusement. Alors donc on va rentrer un peu plus en détail là-dedans. Je vais surtout laisser mes camarades débattre. Et pour commencer, il se trouve que justement dans les vidéos qu'on fait là, il n'y a pas très longtemps, on a décidé de réagir en vidéo. Alors en l'occurrence là, c'est centré sur une chaîne qui s'appelle The Top Man Français, et petit sondage: qui a déjà regardé une vidéo de cet homme? Vous sortez. Voilà. Sortez. C'était pour voir les comiques. Alors donc en réponse à The Top Man, on a tous fait plus ou moins une vidéo dessus. Et pareil, donc là je laisse la parole à mes camarades pour par exemple présenter vite fait vos vidéos et tout. Alors du coup, la décision, elle a été prise plus ou moins sur le trajet pour aller au Play Azure Festival, lorsqu'on a fait du covoiturage. On s'est dit, on connaissait déjà un petit peu les vidéos The Top Man chacun de notre côté, et on s'est dit, mais c'est dommage parce que c'est une chaîne qui parle de paléontologie, mais de mauvaise paléontologie, puisque finalement on a fait des vidéos débunkage, ça veut dire que c'est vraiment mauvais. Mais qui gagne en nombre d'abonnés, et c'est assez désolant de voir ça, il faut dire ce qui est, les gars, parce que là franchement c'est vraiment affolant. Le truc c'est que donc on a décidé de faire un débunkage, c'est sorti le 23 mars officiellement sur les chaînes. Donc on a été plusieurs, on a FL Reptile, Moss qui est resté au stand tout à l'heure, Paléogie, donc Parlons Évolution qui a fait une petite promo sympathique, humoristique, Poupubeur, puisque c'est comme ça qu'on les appelle maintenant, ceux qui font des mauvaises vidéos sur la paléontologie, on les appelle les Poupubeurs, c'est l'appellation Valéo déposée. On a Stop Science qui en avait sorti une en début d'année aussi, qui avait fait son petit truc de son côté également sur le T-Rex notamment. Moi j'ai fait sur le Mégalodon parce que forcément ça me concerne en premier lieu aussi. J'ai dit Paléogie aussi, oui j'ai dit, et il y a Matt Paléo-Astro également qui a fait une vidéo plutôt sur l'astronomie, parce que The Top Man ça ne touche pas que la paléontologie, c'est je dirais 65% de sa chaîne c'est paléontologie, le reste c'est astronomie, paranormal, le truc de cancer qui se développe. Tout ce qui fait peur et du coup qui fait des vues. Hein. Ouais, des trucs brou-brou, ça fait peur. Voilà, ça intéresse les enfants qui sont vraiment en pleine adolescence, qui découvrent un petit peu le monde mystérieux qui nous entoure et qui forcément fait du chiffre. Mais lui, le problème, c'est que il fait du chiffre, mais en laissant planer le doute et sans vraiment apporter de réponse derrière, sans vraiment avoir d'esprit critique. Le truc aussi, c'est que The Top Man, ce n'est pas une chaîne française à la base. C'est une chaîne espagnole, qui est le monsieur ensuite qui a 1,2 million d'abonnés, je crois d'ailleurs, qui a quand même un bon chiffre aussi, qui ensuite a fait passer dans un logiciel ses vidéos pour modifier les voix, donc c'est des voix trafiquées, c'est pas très agréable à entendre, mais bon, c'est pas grave. Vu la musique populaire aujourd'hui, je crois qu'on est... si vous connaissez Lama Fâché, je pense que vous imaginez bien... Sympa également, tous ces poupubeurs classiques finalement, tous ceux qui marchent bien, on devrait peut-être faire ça aussi, trafiquer nos voix un peu... Et du coup, ensuite, il a retraduit sa chaîne également en anglais, qui elle a déjà 300 000 abonnés, quelque chose comme ça aussi. Et là, pendant qu'on a sorti nos vidéos, il avait 34 000 abonnés, à peu près. Et là, on est arrivé à 55 000, je crois. Ouais, et voilà, donc Cédric qui en a 62 ou 63 000, bon voilà, il a des petites sueurs froides, il se dit que c'est pour bientôt. Non, apparemment pour bientôt, je vais lui mettre le coup fatal avec un autre youtubeur. Qui est peut-être dans cette salle, attention. Donc voilà, donc on a décidé de faire ça, on a essayé de mettre notre mot à dire sur YouTube,
Il fallait que quelqu'un s'élève contre cette chaîne cancer qui se développe, contre les années de recherche. Il est en train de bannir toutes les années de recherche qu'on a faites depuis les débuts de la paléontologie finalement. Donc on essaye de rectifier le tir, mais c'est pas facile, donc c'est à vous d'agir aussi derrière. Abonnez-vous, partagez et bannissez cette chaîne cancer de votre vie, s'il vous plaît. Comment? On s'abonne à qui du coup? À nous. De préférence. Si vous voulez vraiment des vraies infos sur la paléontologie, le Paléotube, justement, c'est des professionnels et des amateurs en paléontologie qui travaillent dessus. C'est quand même pas les premiers qui vont aller voir sur Wikipédia ou des sites putaclic dont on reparlera un peu plus tard, qui font des vidéos dessus. On a quand même un minimum de sérieux dedans. Même si c'est sous trait humoristique, parfois on est quand même sérieux dans les infos qu'on diffuse et voilà, on essaye. Et The Top Man, pas du tout. Voilà. Pour vous citer un exemple, il vous dit par exemple, je sais pas moi, que les ptérosaures, ces fameux reptiles volants du Mésozoïque, sont des dinosaures. Dans l'histoire de la paléontologie, on n'a jamais parlé de ça. Voilà, on n'a jamais dit ça. Oui, ça. Oui, après, voilà. Quelqu'un veut rajouter quelque chose peut-être avant qu'on passe J'avais une idée, mais j'ai oublié. Bon, c'est bon, ça te gêne pas alors. Disons que le problème, je pense, de ces chaînes, c'est qu'il ne faut pas les voir comme des chaînes d'un créateur. Ce sont des entreprises. Et leur but, c'est juste de faire du profit. Puisque, bien entendu, leurs vidéos sur YouTube, elles sont monétisées. Et le fait de faire des titres putaclic, comme on dit, qui donc leur ramènent de la visibilité, ça leur ramène des revenus. Donc le but, c'est de produire un maximum de vidéos, parce que je crois qu'une chaîne comme La Main Fâchée, c'est genre une vidéo par jour, si c'est pas plus, voire plus. Donc autant vous dire que niveau recherche, recoupement des sources, vérifier qu'on dit pas trop de conneries, c'est pas la priorité. La priorité, c'est produire, viser un public jeune, facilement influençable et qui n'a pas suffisamment d'esprit critique pour lui aller vérifier les informations. Justement, le côté que je disais tout à l'heure, juste le gros, ça fait peur, que ça attire, donc on veut voir. Un peu la curiosité, forcément. Mais du coup, voilà, forcément, c'est pas des chaînes qui vont vendre de l'information. Leur objectif, c'est pas la transmission du savoir. Leur objectif, c'est eux-mêmes faire du profit, faire du chiffre, et c'est tout. Sympa, qui fait 6 vidéos par jour, je crois, sympa. Voilà, mais Sympa, c'est le même principe. Il a plus, pareil, je crois qu'il a plusieurs chaînes dans plusieurs pays. C'est pas qu'une chaîne française, c'est une chaîne qui à la base est étrangère et qui après est traduite, parce que justement pour viser un public plus large et pour gagner de l'argent. Parce que là, pareil, les vidéos, elles sont pas retouchées, elles sont juste traduites et redoublées. Le montage est exactement le même et tout. Il y a des youtubeurs comme Jericho qui republient des vidéos qu'il a déjà publiées. Genre le mec, il a oublié qu'il avait publié une vidéo, il a retourné son ordi, il dit bon, mes abonnés, ils s'en souviennent plus non plus, je vais la republier, donc revue, rebénéfice dessus. Et voilà, et c'est de la lecture de Wikipédia, hein, Jericho. C'est avec le montage, je veux dire, je suis mauvais en montage, mais je veux dire, je crois que je suis c'est une catastrophe. C'est juste une catastrophe. Donc ouais, il faut pas faire confiance à ce genre de chaînes-là. Il faut chercher des chaînes qui ont comme objectif, comment dire, qui ont un objectif pur. La transmission de la connaissance, c'est beau. Voilà, et pas juste faire du pognon. Après, c'est vrai que vous avez des avis très tranchés, mais moi je suis peut-être un peu plus sympa, sans mauvais jeu de mots. Mais tout le monde a sa place sur YouTube, il n'y a pas de souci. Après, bon, les gens décident de ce qu'ils veulent regarder. Si ça marche, c'est qu'il doit y avoir une raison. Le problème, c'est qu'après, quand ils colportent, on va dire, des idées reçues qui n'ont pas raison d'être, et qu'après on les retrouve sur notre chaîne, genre ah non, c'est pas ça parce que j'ai vu, La Main Fâchée, il a dit que machin. Quand il y en a un commentaire, ça va. Quand il y en a 50 qui suivent, c'est un petit peu. Je cherche un mot. Démoralisant. Oui, on va dire ça. Je veux des trucs moins sympas. Non, après, j'ai pas en poli. Ouais, moi non plus, c'est le problème. Pas tellement. Ouais, on passe. Après, le seul truc que j'ajouterais aussi, c'est par rapport à ce que vous avez parlé pour The Top Man, qui vraiment est une chaîne espagnole à la base, traduite en anglais. Il y a aussi que, pour vous dire, la traduction, à quel point il en a quelque chose à foutre, c'est que c'est du Google Traduction. Hein, parce que des fois, les phrases en français, elles veulent rien dire. Et n'importe quel enfant de 7 ans ne comprenait pas cette phrase. Donc, c'est pour montrer que c'est vraiment juste le but de faire le plus, de toucher le plus de monde possible pour faire de l'argent. La longitude du T-Rex. Oui, il y a plein d'autres trucs, des phrases des fois qui n'étaient pas claires dans mes trucs. Vous écoutez la phrase en une fois, vous dites quoi? On a eu aussi droit à un 1000 pattes géant avec du fil barbelé sur le dos. Oui.
On peut applaudir, je pense. Il avait des dents qui servaient à couper le sang. Voilà, couper le sang, voilà. Voilà, et du coup, quand on retrouve des trucs ça, sur nos chaînes, bon oui, c'est vrai que c'est pas génial là. Mais on n'est pas là que pour parler des nouvelles chaînes ici. Oui, voilà, on peut pas jouer. Oui. On peut parler de ta chaîne. Bon, pas de la mienne, ça. Du coup, on vous a parlé des problèmes, comme vous pouvez le voir, avec des chiffres assez ahurissants qui datent du, j'arrive pas à lire de loin, c'est 26. 26, j'ai mis janvier en plus, mais n'importe quoi. Non, c'est du 26. C'est que c'est vieux. Donc voilà Jericho par exemple qui est bientôt au million d'abonnés pour des contenus vraiment catastrophiques, de la lecture d'articles sur le web, chose que vous pourriez faire, mais il vous lit les articles comme ça et puis des fois il parle et on comprend pas. C'est un peu dommage. Lama Fâché, donc je pense que vous connaissez. Qui connaît Lama Fâché ici par exemple? Déjà un peu plus de monde effectivement. Qui connaît Sympa? Ah, c'est pas grave, vous savez. Vous pouvez rester. On a un fan là, il connaît tout depuis le début. Du coup, on vous a présenté des problèmes, plus ou moins des problèmes sur YouTube, de la désinformation finalement, de la mauvaise information scientifique. Et du coup, quelles sont les solutions? Bon, déjà, on s'est présenté nous-mêmes, du côté paléontologique. Vous avez le Paléotube qui quand même existe, c'est quand même déjà bien. Vous avez par exemple d'autres chaînes comme Débunker des étoiles, La Tronche en biais, Le Radis Diarrhée et... Voilà, je devais pas la faire, voilà, je l'ai faite volontairement, merci beaucoup. La fatigue, messieurs, dames. Et comment on dit? Science codée, c'est ça? Qui est justement ici. Voilà, The Science Coder. Et du coup, c'est des chaînes plus ou moins de débunkage de gros sujets comme est-ce que les pyramides ont été construites par des extraterrestres? Est-ce qu'on a vraiment marché sur la Lune? Ce genre de choses. Du côté problème, c'est oui, effectivement, on a déjà marché sur la Lune, oui, il y a déjà une civilisation sur Mars, etc. Tout ce genre de choses qui vous intéressent certainement, qui fait planer le doute. Nous, on apporte des solutions à tout ça. Une pyramide sur Mars, non, c'est juste un caillou avec son ombre, quoi, c'est tout. Ça forme une pyramide, c'est tout. Des fois aussi, on voit des statues géantes sur Mars. Non, c'est la pareidolie, donc c'est juste l'impression de voir un visage alors que c'est juste un amoncellement de cailloux. Voilà. Des ovnis, par exemple, aussi, on pourrait en reparler des heures, des ovnis, des extraterrestres qui sont en visite sur Terre, alors que ce sont juste des ballons sondes ou des nuages, des fois aussi. Des vidéos fous aussi. Donc voilà, tous ces trucs-là. Donc voilà, vous avez tout un panel de chaînes. Vous avez également, si vous voulez, des sciences brutes ou des sciences vulgarisées. Il y a le collectif Café des Sciences qui existe également. C'est même plus qu'un collectif, c'est une association. Voilà, c'est même une association. Eux, officiellement, voilà. Vous avez également le ministère de la Recherche qui a publié une liste de plus de 350 chaînes culturelles et scientifiques francophones qui est disponible sur leur site. Donc si jamais vous voulez vraiment des informations sur la science ou la culture, vous pouvez déjà jeter un coup d'œil à ces listes qui vous donneront déjà des bonnes pistes plutôt que de taper sur YouTube et de tomber sur des vidéos comme Lama Fâché ou des trucs comme ça. Voilà. Je pense qu'on n'a pas grand chose à dire de plus, je sais pas ce qu'on peut... Après, est-ce que dans la suite, je sais pas si on en parle après par rapport aux sources, tout ça? Les raisons d'un peu de succès. Pourquoi? Parce qu'on vous dit faites-nous confiance, mais la question qui vous intéresse à tous, c'est pourquoi on devrait nous faire confiance à nous plus qu'à Lama Fâché ou d'autres? On existe déjà. On est des personnes, on a une identité, tandis que Lama Fâché, Sympa, on ne sait pas vraiment qui est derrière ces chaînes. Bon, Jericho, on sait qui c'est qui est derrière cette chaîne. Lui, par contre, il se cache pas. Mais par contre, on a également les sources, également, évidemment. Donc des fois, c'est nos études, même c'est nos cours qu'on a eus, qu'on met en ligne sur Internet, finalement. On cite nos sources dans la vidéo, on cite nos sources sous les vidéos. On répond aux commentaires, parce que ça aussi, ça n'existe pas chez les poupubeurs. C'est que des fois, les commentaires, ils ne répondent quasiment jamais. Ça arrive une fois ou deux, mais c'est rarement le cas. Du coup, nous, on va plus loin que Wikipédia en général. On est en contact avec des professionnels, parce qu'on est quelques professionnels parmi nous, mais on ne peut pas tout savoir. Moi, personnellement, sur les dinosaures, vous m'interrogez. Par les généralités, je ne peux pas vous en dire plus. Je pense que même de n'importe qui d'entre nous sur les dinos, c'est pas... Ouais, pour tout le monde, je pense que c'est pareil. En plus, faut savoir que tout ce qu'on dit dans nos vidéos, ça peut changer d'un jour à l'autre, vu que ça... comme n'importe quelle matière scientifique, je pense que ça évolue tout le temps. Surtout la paléontologie en ce moment. Donc, ce qu'on dit un jour, une semaine après, peut être invalidé par une autre découverte. La paléontologie, c'est comme l'évolution.
ça évolue avec les découvertes. Voilà. C'est bien, c'est beau. Ouais, je vais le faire imprimer sur un t-shirt. J'en ai une aussi, moi. Je vais la faire imprimer aussi. La seule chose dont on est sûr en paléontologie, c'est qu'on ne sera jamais sûr de rien. Voilà, merci. Oui, on pourrait parler des médias internet et tout. Donc voilà aussi ce que. Vas-y, prends la parole. Parce qu'il n'a pas beaucoup parlé, toi. Pour un médiateur, tu travailles un peu. Ouais. Donc il y a le problème de source qui a été très bien évoqué avant, parce qu'effectivement, nous, nos sources aussi, on essaye de les rendre, on va dire, bien accessibles, dans le sens où c'est pas compliqué d'aller derrière par vous-même et de checker rapidement. Après, rien ne vous y engage, hein. Et c'est quand même un gage de qualité. Et au final, globalement aussi, n'oubliez pas votre esprit critique, c'est vachement important, c'est justement un peu ce qu'on vient de vous dire, et de l'avoir vraiment partout, que ce soit sur YouTube, ou même hors YouTube, parce que bon là on est vraiment resté très centré YouTube, mais pour rester dans le cadre vidéo juste un peu plus loin, vous prenez des documentaires qui ont été très médiatisés, comme Jurassic Fight Club, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu ça quand c'est passé sur France 5 il y a quelque temps. Il y a beau avoir des scientifiques dedans, alors c'est pas pour cracher sur les Américains, mais ce qu'ils disent, c'est très discutable. Ça, c'est un peu après un problème qu'a la paléontologie avant d'arriver dans les médias, si vous voulez. Il y a des chercheurs, malheureusement, ils aiment bien, quand ils parlent, dire « j'ai la vérité absolue et c'est tout ce que vous devez en savoir ». Et c'est le problème qu'on retrouve dans ces documentaires. Parce que, par exemple, il n'y a pas très longtemps, c'était sur Arte ou France 5, je ne sais plus, il y avait un documentaire qui s'appelait « La vérité sur le T-Rex ». Alors rien que dans le titre, voilà, vous avez ce documentaire devait tout vous révéler sur le tyrannosaure. Et puis il y a T-Rex dedans, donc forcément, ça intéresse les gens. C'est ça, ouais, sur France, c'est pas faux. Et donc bon, voilà, c'est exactement le genre de... Là aussi, vous devez rester prudent. Et là, le problème, c'est que malheureusement, nous, notre échelle, on peut vraiment rien faire parce que ce type de documentaire a tout ce qu'il faut pour... ça appâte, voilà, avec le T-Rex. Vous voyez des chercheurs en paléontologie dedans, donc vous vous dites tout ce qu'ils disent, c'est bon. Et là, voilà, le problème, c'est qu'encore une fois, ça c'est un peu, voilà, quand on n'est pas dans le milieu, des fois, on ne sait pas quel est le degré d'objectivité. Alors bon, je ne vais pas trop polémiquer, par exemple, sur ce documentaire, mais c'est pas le seul, c'est loin d'être le seul. Vraiment, les documentaires sur la paléontologie, soyez très méfiants, notamment parce qu'il y a aussi un creux, on parlait d'être à jour. Les documentaires ont un gros souci pour être à jour en paléontologie. C'est... En moyenne, là, vous partez sur du 5 à 10 ans de retard, quoi. Et encore, je suis gentil pour certains trucs. Le dernier documentaire sur lequel vous pouvez avoir un peu confiance, c'est sur la Terre des dinosaures. Je pense que vous avez tous à peu près vu ça. Et encore, sur la Terre des dinosaures, alors, à l'époque où ça a été tourné, il y avait des faits qu'on pensait être des faits avérés, mais bon, qui ont évolué avec le temps, ça arrive. Et ça encore, si vous aussi vous prenez le réflexe avec votre esprit critique de remettre en cause, de faire un peu de recherche, c'est au final que comme ça que vous allez pouvoir trier et avoir la vraie paléontologie et pas ce beau paquet cadeau d'effets spéciaux, de beaux dinosaures et compagnie. Disons après que ce qui peut se comprendre, c'est qu'à partir du moment où c'est un programme télévisuel, il se doit aussi d'être attractif et d'être divertissant. Donc on ne peut pas donner des informations brutes et indigestes pour tempérer un peu le truc. C'est à ce moment-là que tu regardes une conférence. Mais une conférence, c'est peut-être pas tout le monde qui a envie de se taper une conférence d'1 heure ou d'1 heure et demie sur un sujet qui est quand même des fois pointu, et où si tu n'as pas quelques bases, tu vas t'emmerder et tu vas pas tout comprendre. Là où c'est plus problématique sur certains documentaires, c'est plus la recherche du sensationnalisme, où là on va grossir les faits, et où là donc forcément on se rapproche encore un peu de la désinformation. Mais étant donné que de toute manière en paléontologie il y a toujours une part de spéculation, c'est pas forcément toujours grave. Après, il faut distinguer documentaire, j'ai envie de dire, où là on veut vraiment vous vendre ce qu'on vous dit, c'est solide, de docu-fiction. Là, tu parlais sur la Terre des dinosaures, je trouve que c'est moins choquant qu'entre guillemets, il y ait des libertés et des erreurs dedans, parce qu'il a été vendu sous forme de docu-fiction, c'est-à-dire qu'il y a une base scientifique, avec des données effectivement, mais enrobée
pour donner quelque chose d'agréable à regarder, etc., mais qui du coup présente une grande partie spéculative. Après, si justement, ça peut aussi amener à s'y intéresser au sujet, c'est-à-dire qu'on va regarder à 10 ans sur la Terre des dinosaures, ce qui était plus ou moins mon cas, enfin, je devais avoir à peu près cet âge-là, non un peu plus, bref. J'ai vu sur la Terre des dinosaures, j'étais déjà intéressé par les dinosaures de base, mais ça a boosté ma passion pour les dinosaures, mais ça m'a amené à aller chercher les informations ailleurs. C'est-à-dire que comme dans le docu-fiction, on ne sait pas où s'arrête la fiction justement, et enfin, où commence l'information, où s'arrête la fiction. Je me suis embrouillé tout seul dans ma phrase. C'est pas grave, c'était très français, vous m'avez compris. Et du coup, soi-même, après, on va chercher des sources, on va dire peut-être plus brutes justement, des trucs plus solides, et se dire ah oui, bon, ça c'est une liberté, c'est une vision d'artiste, etc. Et ça c'est de la vraie information. Et c'est comme ça, après, je pense que ça crée des vocations aussi, qu'on en vient à faire des études de paléontologie. Oui, des vidéos, Tu veux rajouter un truc? Ouais, je veux bien. Par rapport au fait que tu disais docu-fiction, part de fiction, part de réalité, pareil, il faut savoir doser. Il faut savoir doser ce genre de choses. Le problème, bon, c'est que peut-être que le public n'a pas non plus les clés pour différencier ce qu'on peut savoir de ce qu'on ne peut pas savoir. Je pense notamment à Discovery Channel, un docu-fiction que j'ai traité sur ma chaîne et qui a été supprimé par Discovery Channel lui-même. C'est Le Dernier Jour des Dinosaures, qui passe souvent sur France 4. Je pense que peut-être certains d'entre vous l'ont déjà vu. Ouais, il y a beaucoup de oui là, ça me fait peur. Vous savez qu'à la 8e minute, ils disent que la Terre est la 5e planète du système solaire. Voilà, dès la 8e minute, vous savez que c'est un docu très fiction et surtout un complémentaire, comme je les appelle aussi. Voilà, d'appellation Valéo déposée également. Donc voilà, donc expectation versus reality. Donc la réalité, c'est le terrain, c'est la boue, c'est chercher les choses, c'est les mettre en musée, c'est des vieux squelettes. Et puis la partie documentaire est là pour redonner vie un petit peu à tout ça, pour mettre en scène tout ça, en se basant normalement sur des études scientifiques comme Nature, Science, Geodiversitas, Paléobios, enfin des publics scientifiques qui sont quand même relativement sérieuses dans la plupart des cas. Et il y a aussi, pour ajouter un peu par rapport à ce qu'a dit mes camarades, alors bon, on a parlé de documentaires, il y a aussi, vous avez pu lire des infos des fois d'articles de presse qui reprennent des découvertes récentes. Par exemple, moi j'ai traité récemment la découverte de Simba Golba, c'est un grand lion, un grand félidé, une sorte de grand félin d'Afrique, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, c'est une nouvelle découverte. Et c'est intéressant de voir des fois le traitement qui est fait, donc quand vous lisez l'article scientifique fait par les chercheurs, que vous voyez les infos qu'eux ils présentent, et quand vous lisez après l'article de presse, que vous voyez que les journalistes, quelques journalistes, je ne vais pas commencer à cracher dessus parce que sinon je vais pas me faire avec des amis, mais que des fois dans les articles de presse, ils appuient sur un point que c'est pas forcément le point le plus important de l'article scientifique. Pour vous prendre l'exemple là de ce gros mammifère, donc de Simba Golba, donc ça veut dire le grand lion d'Afrique, les journalistes, la plupart ont traité sa taille, que l'estimation de la taille, donc il y a une estimation qui donnait 1,5 tonne. Sauf que quand vous lisez l'article scientifique, dans le résumé, les chercheurs disent qu'il y a une estimation qui a donné 1,5 tonne. Sauf que vous lisez le sommaire, vous voyez qu'il y a un paragraphe estimation du poids, vous le lisez, il fait à peine ça, c'est en anglais, donc je pense que les journalistes sont assez à l'aise avec l'anglais. Et surtout dans les documents, dans les articles scientifiques, c'est pas de l'anglais très compliqué. Et vous lisez qu'ils disent eux-mêmes que l'estimation du poids porte vraiment à beaucoup de questions, parce qu'eux, ils ont essayé 3 modèles et ça donnait 3 estimations différentes. Sauf que les journalistes n'ont plus la plus grande estimation et ils en ont parlé, et tout le monde n'arrêtait pas de dire « Ah super, on a trouvé un grand lion du tonne 5 », sauf que non, c'est pas du tout. C'était une belle bête apparemment, on a comparé la taille du mandibule par rapport à un lion actuel, c'était une très belle bête. 1,5 tonne, c'est sûrement très exagéré. Mais sauf que dans cette étude, ce qui était intéressant, c'était que les chercheurs, avec cet animal, ils avaient pu en apprendre un peu plus sur les relations de parenté de ces mammifères avec les autres. Et c'est ça qui intéresse vraiment les paléontologues. C'est bien de trouver des grosses bestioles, voir que le monde avant, il y avait des gros dinosaures, des gros mammifères. Mais ce qui intéresse les paléontologues, c'est la phylogénie, la théorie de l'évolution. C'est vraiment ça c'est leur travail. Sauf que quand les journalistes des fois reprennent ça, moi je trouve que ça déforme les gens, justement ça incite au sensationnalisme, à se dire c'est cool les paléontologues qui travaillent sur des animaux gros, tout ça, mais oui certes, mais c'est pas ce qui les intéresse le plus. C'est de comprendre l'évolution, de se comprendre comment on en est arrivé à toute cette diversité actuelle.
Et donc voilà, et donc c'est un peu, enfin voilà, on a parlé beaucoup de ce qui se passe sur YouTube, mais ça se passe aussi dans d'autres médias, la télé ou sur Internet avec les revues de presse. Ben, moi, ce que je vous propose maintenant, avec le temps qu'il nous reste, si vous avez des questions, let's go. Ou rebondir sur certaines choses qu'on a dites tout à l'heure. Des idées reçues, peut-être. Ouais, voilà, si vous avez des idées reçues ou autres, ouais, on peut vous aiguiller ou autre. Enfin, on peut discuter, quoi. T'as une discussion. Juste poser une question sur PaléoTube, on voit toutes vos chaînes, c'est ça? Ouais, alors, ah oui, c'est ce que j'ai pas précisé. C'est vrai. Ce qu'on a fait PaléoTube, vous le trouvez sur Facebook, Twitter, et on a une adresse mail. Et vous trouverez pas sur YouTube Enfin, si vous tapez PaléoTube soi-même sur YouTube, vous aurez pas une chaîne ou un regroupement, quoi. Oui, en fait, c'est un regroupement de chaînes, mais c'est pas officiel, c'est pas une association, etc. C'est juste nous, entre nous, qui nous sommes rassemblés pour relire nos sources, faire relire nos textes, etc. Et du coup, c'est ce qu'on a nommé le PaléoTube, très sobrement en honneur de YouTube, hein, tout simplement. Et de la paléo, c'était très recherché. Nous sommes les Avengers de la paléontologie sur YouTube. Et moi, je suis Black Widow. Vous avez une feuille qui est récapitulatif. Voilà. Oui, vas-y. Ok, oui, on a un stand pas très loin, oui, dans le coin Science, qui d'ailleurs, ce qui est triste et bien à la fois, c'est qu'il est très calme et c'est triste un peu à la fois aussi. Mais du coup, on a ce genre de choses imprimées directement avec le nom des chaînes. Mais là, c'était notre première convention en tant que PaléoTube, donc on a fait ça un peu à l'arrache, on va pas se mentir. Du coup, si on va essayer de refaire ça avec peut-être un système de QR code pour relier aux vidéos en lien, etc. Lancer un site internet aussi, peut-être, d'ici l'an prochain. Si tu t'en occupes, vas-y. Hein. Ah non. Et il y a aussi, comme on l'a dit, on dit le terme collectif, parce que justement, on n'est pas une association officielle, parce que Val vous a parlé du Café des Sciences. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le Café des Sciences. Bon, ils vont être contents. Donc Café des Sciences, c'est une association vraiment, ça a le titre qui rassemble des vulgarisateurs et vraiment, ils ont un titre et ils peuvent avoir des défraiements, des trucs comme ça. Nous, pour l'instant, on est juste un collectif. Pour l'instant, on assiste, on y travaille. On est un collectif, c'est-à-dire qu'on s'est juste regroupé, on discute entre nous. Là, pour venir ici, on a fait ça en groupe. On met les choses en forme pour l'instant, on rediscute de comment s'organiser. Et certains membres d'ailleurs du PaléoTube, du collectif, sont membres du Café des Sciences à part entière. Voilà. Voilà. Oui. Je voudrais savoir, super intéressant votre association, je voudrais savoir si vous tous qui faites partie de cette association, pas que vous, tout le collectif, si vous êtes tous d'origine scientifique ou si vous êtes des passionnés de la rigueur scientifique, qui n'êtes pas forcément vous-même des scientifiques. Voilà. Vous avez l'illustration ici. Cédric n'a pas de passé scientifique, je sais pas. Mais il est passionné par la rigueur scientifique, je sais pas si on peut dire ça. Bah, tu fais attention à ce que... Dans le titre, c'est bon, je sais que ça fait du chiffre. Non, je déconne. Oui, bien évidemment. Après, il me semble qu'en termes de proportion, on est quand même pas mal à être soit avoir eu un master comme moi, Val ou Eiffel. On a même Stop Science qui est... Pas encore, croise les doigts. On a même Stop Science, donc lui, Julien Benoît, qui est postdoc, qui est chercheur en paléontologie, qui est en Afrique du Sud, comme c'est vrai que le sait bien. Mais sinon, on essaye. Après, est-ce qu'on est tous sensibilisés à la rigueur scientifique, ça? Pas forcément, il y a des gens qui sont en études encore, collège, lycée. Il y en a qui ont arrêté les études en cours de licence, par exemple. Certains, je ne veux pas citer l'exemple. Du coup, il y a des jeunes, des moins jeunes, des passionnés, des diplômés ou pas. C'est ça en fait, ce qui est bien dans le PaléoTube et dans ce qu'on fait, c'est qu'on a vraiment un large éventail de production et ça ne nous empêche pas d'avoir justement un contenu aussi rigoureux les uns que les autres, quoi. Donc qu'on soit passionné ou pas, ça n'empêche pas... Vous définissez comme des vidéastes. Du coup, je pensais que peut-être beaucoup d'entre vous avaient plutôt une formation artistique, peut-être, mais... Pas du tout. La vidéo, on a appris sur le tas. Comme beaucoup de youtubeurs, je pense. Comme beaucoup de youtubeurs, c'est quand on ne sait pas quoi faire pendant le chômage, voilà, je fais des vidéos sur YouTube. Voilà. La tête ici, il faut savoir, on utilise beaucoup le terme vidéaste au lieu de youtubeur, parce que malgré là qu'on est le collectif PaléoTube, qui est l'association paléontologie et YouTube,
on n'aime pas trop, enfin je sais pas vous, mais moi c'est mon cas, j'aime pas trop qu'on me dise que je suis youtubeur, parce que Ça nous rapproche trop à YouTube. ça nous rapproche trop à YouTube, qui est une marque, qui est une entreprise privée avec des intérêts privés. Alors, on aime bien dire qu'on est vidéaste, parce que voilà, on fait des vidéos sur Internet. Mais comme avait dit une fois, je crois que c'est Cédric, toi, que tu avais dit qu'il n'y a pas besoin d'être scientifique pour faire de la vulgarisation scientifique. Il suffit d'avoir une... Ouais, tu dis des trucs intelligents des fois. Mais du coup, non, la rigueur, c'est une méthode en fait. Il y a pas... Donc, je pense que pour faire de la bonne vulgarisation, il faut être rigoureux. Mais la rigueur, ouais, c'est une méthode à acquérir, mais il n'y a pas forcément besoin d'avoir une formation scientifique poussée pour ça. C'est mon avis. Je pense que chacun, s'il y met du sien, s'il s'applique, s'il a une bonne méthode de travail, peut faire de la bonne vulgarisation. Et avoir compris son sujet. Ouais. Et justement, entre nous, on a un système un peu comme ce qui existe chez les scientifiques. Alors, c'est un peu à ce là c'est la revue des pairs. On a eu récemment des fois des scripts qu'on a relus nous-mêmes, que certains, comme on a dit, on a certains un peu nos compétences dans certains domaines. Et pour certains, par exemple, je pense, alors je sais pas si je peux pas donner l'exemple, mais Simplex Paléo qui n'a pas de formation scientifique, mais qui collabore régulièrement avec des paléontologues. Et à un moment, il faisait un sujet sujet qui me touche plus personnellement sur Toumaï. Je sais pas si vous connaissez, c'est le premier de la famille Hominidés. En même temps, je place ça. Et donc, c'est pas un sujet qu'il maîtrisait bien. Il nous a envoyé le script et nous tous ensemble, on a pu le relire, ses erreurs et faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'erreurs dans ses vidéos. D'autres interventions, suggestions après peut-être, parce qu'on est un peu content. Là et là-bas. Alors tu peux peut-être la rapprocher. Attends, je vais pas. Ah bah si, il bouge en fait. On va droite debout. Parce qu'il y a des gens ici, ça on va pas plus dans la caméra. C'est pas grave. Regarde, je gueule pas trop parce qu'il y a la... Juste pour savoir, en ce qui concerne les films, comme par exemple sur la marche des dinosaures, qui se dit être un film documentaire, est-ce que par exemple un gorgosaure qui rencontre un iguanodon à l'époque, est-ce que c'était possible, ou si c'est encore un film juste pour faire des ventes ou quelque chose comme ça? Pour répéter la question, c'était un quoi qui En gros, est-ce que le documentaire comme La marche des dinosaures s'appuie sur des faits véridiques quand on voit un gorgosaure s'attaquer ou rencontrer un iguanodon par La marche des dinosaures, c'était le truc de Disney là? Non, c'était pas ça, je confonds là, je crois. Ah, sur France 4. Non, je vois lequel c'est. je l'ai pas vu, je vous avoue. Sur France 4, là, quand il y a la migration c'est un endroit. Alors ce documentaire, alors je sais que je l'ai vu. On peut étendre ce documentaire à tous les autres. Oui, on peut étendre à tout. Il y a un fond qui est bon. Après, comme ils ont dit, en fait, c'est qu'à chaque fois, ils doivent extrapoler. Donc il y a une prise de risque, un pari par moment des fois. Là encore, il a été vendu comme un docu-fiction. Ouais. Parce qu'il y a un peu une histoire, il me semble, dedans. C'est scénarisé, c'est totalement scénarisé. Ouais. Après, pour que ça soit plus ou moins crédible, il faudrait juste, entre guillemets, vérifier que les deux dinosaures dont on parle, ils sont de la même époque et du même continent. Ça peut se passer, mais après, je pense par exemple à Jurassic Park, hein. C'est pas un documentaire, mais on comprend. Du coup, quand on voit dans le même film le T-Rex avec des stégosaures, on pourrait se dire, bon, ils sont de la même époque, donc ils se sont rencontrés, alors que nous, en fait, pas du tout. Le T-Rex, il est plus proche de nous que le stégosaure. Le stégosaure, il a vécu, je sais plus combien, il y a 165 même. Donc il y a bien longtemps, le T-Rex c'était il y a 66 millions d'années. Voilà, donc il y a des millions d'années entre les deux, mais on pourrait se dire tout simplement, bon, c'est des dinosaures, ils ont vécu ensemble. C'est plus compliqué que ça, bien évidemment. Mais dis-moi Cédric, c'est qui le plus fort entre le T-Rex et le Spinosaure? Merci, je vois, c'est pas toi. Oh, le micro ne marche plus. Juste par rapport à la question là sur la marche des dinosaures spécifiquement, moi il y a juste un élément dont je me rappelle, celui-là par contre je pense qu'on peut l'oublier, c'est du fictionnel total parce qu'à un moment donné c'était la mode. Le gorgosaure il n'avait pas de plumes, ou du moins s'il en avait des plumes il n'en avait pas sur tout le corps tel qu'il est représenté dans le documentaire. Selon une étude publiée en 2017, le gorgosaure n'avait pas de plumes. Voilà, donc... Et pour répondre à ta question aussi sur la rencontre, alors le problème c'est qu'ils ont dit Edmontosaure. Il y a plusieurs espèces, je sais pas quelle espèce ils ont pris, donc je pourrais pas te dire. Par contre, en termes de taille, ce que je peux te dire, c'est qu'un gorgosaure, c'est trop petit pour manger un Edmontosaure. Ou alors il est vraiment motivé, il a que ça à faire. C'était un bébé Edmontosaure. Non, c'est sur les Edmontosaures. Ah oui, mais c'est là du T-Rex, alors c'est pas bon. Alors, pour vous donner une idée, gorgosaure, le dinosaure dont il parle, vous imaginez un T-Rex et vous retirez environ 3-4 mètres, donc vous le rapetissez bien. Ouais, aussi, ouais, il a un petit T-Rex punk, un peu hargneux. D'autres... Oui. Alors, je vais essayer de venir.
En parlant des plumes, est-ce qu'il y avait vraiment des preuves scientifiques que certains dinosaures avaient des plumes ou pas? C'est qui le charbonnier qui commence? Oh là là, ouais. Oui, alors on a des plumes. Attends, tu parles de reptiles, tu parles pas d'oiseaux? Mais les oiseaux, c'est des reptiles. Des relations. Spoiler. Oui, non. Tu le diras toi. Bon. Oui, on a plein de plumes chez plein de dinosaures. Après, ça dépend en fait. La plume, l'histoire évolutive de la structure, elle est compliquée. En fait, on a envie de faire, comme pour l'évolution humaine, dont John connaît très bien, on a envie de faire une belle ligne où ça va du truc le plus simple au truc le plus compliqué, et puis l'histoire est réglée. Non. Sauf qu'en fait, voilà, c'est pas du tout ça. Essentiellement, en dinosaures plumés, on va avoir des carnivores, donc des cousins du T-Rex. Mais pas le T-Rex. Vélociraptor, classiquement, ouais. Celui que vous connaissez. Pas celui de Jurassic Park, il est trop grand. Hein. Mais le petit dindon de Mongolie, lui, c'est sûr, il avait des plumes au moins sur les avant-bras. Savoir s'il était recouvert de plumes, ça... Et on le sait justement parce qu'on a retrouvé des fossiles des avant-bras des raptors, entre guillemets, des raptors, où il y a des trous en fait pour laisser passer des tubercules pour laisser passer les rémiges sur nos oiseaux actuels, les grandes plumes qui leur servent à voler. Du coup, on n'a pas retrouvé des fossiles de plumes, mais on a retrouvé les trous dans les avant-bras, donc on suppose, pas trop mal, qu'il avait au moins des plumes ici. Après, il y en a plein d'autres, par contre, on a retrouvé des plumes fossilisées, enfin, les traces en tout cas, voilà, Microraptor, Archaeopteryx, ouais, voilà, tous ceux qui se rapprochent des oiseaux en général. En Chine surtout, c'est les gisements principaux de dinosaures à plumes justement. Vous avez également de nombreux exemples de plumes piégées dans l'ambre également, notamment quelques plumes qui ont été piégées dans l'ambre de Charente en France, qui sont un stade d'ailleurs de plumes tout à fait nouveau, parce qu'il y a plusieurs stades de plumes. Il y a les petits filaments que vous connaissez tous, qu'on dirait des poils, mais c'est pas des poils. Et la vraie plume avec la rémige, tout ça, la grande plume qui sert vraiment à voler, on a retrouvé un stade intermédiaire en France, en Charente, dans l'ambre. Donc c'était une plume de dinosaure, classiquement. Peut-être comme on a parlé d'oiseaux, pour savoir, pour être sûr que tout le monde ait compris que les oiseaux actuels sont des dinosaures. Je ne sais pas si tout le monde était au courant. Donc les dinosaures n'ont pas disparu. Abonnez-vous. Et comme toujours, il y a des exceptions. J'ai dit, on va tous donner des exemples de dinosaures carnivores très proches des oiseaux actuels. Il y a quelques dinosaures un peu plus éloignés de ces animaux, des cousins du Triceratops, qui ont des plumes. C'est un bien grand mot, mais bon, c'est considéré par beaucoup comme des plumes. Alors là, après, voilà, on rentre dans des histoires compliquées. Voilà. Le problème, c'est que la fossilisation, c'est un phénomène très complexe qui change pas mal de structures des fois de temps en temps. Donc des fois, recouper les structures entre elles, c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, il y a un phénomène qui s'appelle la convergence évolutive, c'est-à-dire un développement de caractère, par exemple la plume, qui peut se développer indépendamment dans deux lignées différentes sans pour autant que l'ancêtre commun théorique en avait. Là, on a exemple donc théropodes, par exemple, des cousins des Triceratops qui sont une branche totalement éteinte. Les psittacosaures, pour ceux qui connaissent, je pense que c'est là dont tu parles. Ouais. Et il y a aussi Tianyolong confuciusi, c'est joli comme nom, n'est-ce pas, qui est un ornithopode Tianyolong, je crois, donc un dinosaure à bec de canard, un tout petit machin pareil en Chine. Oui, plus vieux, un truc du genre. Retenez que c'est un dinosaure qui est herbivore celui-là, et du coup lui aussi aurait des plumes au stade 1 a priori. Et pareil, j'ai l'impression qu'on a un peu l'image, en général, de l'ancêtre qui est Aikai, et du coup ses descendants, entre guillemets, si je veux pas le dire, qui a des plumes parce que ça nous paraît plus évolué, genre l'oiseau par rapport au lézard. Alors qu'en fait non, ça n'a rien à voir. Il y a des ancêtres entre guillemets de dinosaures qui avaient des plumes et qui après les ont perdus parce qu'ils n'en avaient pas besoin tout simplement. Typiquement le T-Rex, je pense. Il a pas mal d'ancêtres qu'on a découvert en Chine, etc., qui avaient des traces de plumes. Et le T-Rex qu'on connaît, qui vivait en Amérique du Nord, etc., il n'en avait pas. Du coup, non, c'est qu'il avait plus besoin d'en avoir. Et ça me paraît pas mal, déjà. Disons que le problème, c'est que, comme tu disais, on essaie toujours d'avoir une vision de l'évolution qui est linéaire. C'est l'une des idées reçues sur lesquelles j'essaie de me battre sur ma chaîne.
c'est que non, c'est pas si simple, et notamment des fois il y a des niveaux de complexité différents. On va parler de primitifs et d'évolués, mais qui sont contemporains. Et en évolution, on ne parle plus de rapport d'ancêtre à descendant, c'est pas qui descend de qui, mais qui est le plus proche de qui. On cherche les liens de parenté, on ne fait pas de la généalogie. C'est trop fragmentaire, on a des éléments trop fragmentaires pour faire de la généalogie. On fait de la phylogénie. Donc là, si on cherche à savoir qui sont les plus proches de qui, donc ils sont reliés par des ancêtres communs. Et ça forme un grand arbre du vivant dans lequel il n'y a pas d'espèces évoluées et d'espèces primitives. Ça, c'est le caractère. Et toutes les espèces sont au même niveau. Il y a les espèces actuelles et les espèces éteintes plus ou moins tard, avec des ancêtres communs plus ou moins anciens également. Et pour en finir avec les plumes aussi, un truc que j'ai entendu pas mal, c'est... alors du coup, avant on pensait que tous les dinosaures étaient écailles. Maintenant on dit ouais non, ils sont quasiment tous à plumes. Alors non. Parce que déjà, comme on l'a dit, c'est la plupart qui ont des plumes, c'était des carnivores. Et des carnivores, il n'y en a pas tant que ça au final comparé à tout ce qui est sauropodes, donc les longs coups, les tricératops, enfin pas les sauropodes ceux-là, mais hadrosaures, bec de canard, etc. C'était eux la plus grosse partie des dinosaures, et eux n'en avaient pas. Donc en fait non, quand on dit ils ont presque tous des plumes, non, presque tous qui étaient carnivores, en gros. Et aussi dire que tous les oiseaux ont que des plumes, c'est une idée reçue aussi. Venez voir le stand du Paléotube, vous verrez un squelette de poule, je fais ma promo, désolé, où vous verrez un squelette de poule avec une patte, avec encore les écailles dessus. Donc c'est pour ça que maintenant on dit que les oiseaux sont des reptiles, parce qu'ils sont des écailles. Et en fait on s'est aperçu que les écailles étaient plus ou moins ancestrales, pardon, je sais pas trop comment dire, plus ou moins l'ancêtre de la plume, entre guillemets, je sais pas trop comment dire. Alors sur les histoires ancestrales, primitives, quand vous voyez ces mots, en fait faut pas les prendre vraiment trop au pied de la lettre, en mode c'était ça avant et ça devient, mais plutôt dans le sens c'est premier, c'est apparu avant et ça s'arrête là. Voilà, il n'y a pas de valeur, des animaux avec des écailles, ça veut dire que ça fonctionne bien, hein. Il faut dire ce qui est, donc c'est pas primitif au sens premier du terme. Les méduses par exemple, on pourrait dire c'est primitif, ça fait 600 millions d'années qu'elles sont plus ou moins dans cette forme-là. C'est que si elles n'ont pas trop changé dans leur mode de vie, c'est que ça marche bien. Donc réincarnez-vous en méduse, c'est très bien. D'autres, peut-être une dernière question, et puis nous on va devoir libérer la salle ensuite, je sais pas... Tant qu'on ne nous vire pas, tant qu'il n'y a personne, on reste. En fait, ça va être un peu deux questions. Il y a beaucoup de médiatisation sur les dinosaures, il y en a beaucoup moins sur les mammifères et ce qui s'est passé après. C'était pour savoir du coup s'il y avait beaucoup de faits scientifiques qui étaient complètement faux pour les dinosaures, et si, vu qu'il y a beaucoup moins de médiatisation sur les mammifères, c'est quelque chose de plus sérieux ou pas vraiment, ou s'il faut vraiment faire attention. Je peux commencer à répondre. Ouais, non, mais après, oui, je suis entièrement d'accord avec ce point. On en a tous un peu marre des dinosaures, pour vous le dire. Parce qu'à chaque fois, il y en a que pour eux, alors que, non, ok, ils sont importants, etc. Mais il y a eu beaucoup d'animaux avant, il y en a eu beaucoup après, il y en a toujours d'ailleurs. Hein. Et pour ce qui est des mammifères, alors, John, tu vas peut-être pouvoir me reprendre, mais j'ai l'impression que c'est plus sérieux, entre guillemets, dans le sens où ils sont plus proches de nous. Donc on a plus d'informations sur eux, même au niveau des squelettes. Au niveau du comportement, on peut plus le comparer avec nos mammifères actuels. Alors que les dinosaures, on peut se baser plus sur grand chose, parce que déjà trouver un fossile, c'est compliqué. Alors le comparer avec ce qui existe maintenant, on n'a plus beaucoup de comparaisons, à part les oiseaux et les reptiles actuels. Tu as à peu près bien résumé le truc, c'est que oui, comme les mammifères sont des animaux qui existent encore aujourd'hui, et on arrive un peu mieux à comprendre leur évolution et à faire des hypothèses sur leur comportement. Tout ça, après dire que c'est plus sérieux ou pas, moi j'ai envie de dire oui, mais je suis pas objectif parce que je suis... On ne connaît pas tous les documentaires, donc voilà, oui. On peut pas trop s'avancer non plus. Oui, aussi. Et par exemple, ce que je peux dire, par rapport aux mammifères, vous avez parlé vous sur la Terre des dinosaures, donc c'est la BBC qui avait produit ça, qui avait fait ce documentaire sur les dinosaures. Il y a eu après sur la Terre des monstres disparus, qui eux, ça se passe après les dinosaures et ça parle de l'évolution des mammifères. Sauf que ce documentaire date donc de 2001, si je me souviens bien, ou 99 même. Sauf que voilà, c'est que les mammifères, depuis, on a appris beaucoup de choses sur eux. Par exemple, je peux vous dire, pour les cétacés, maintenant, on ne savait pas trop où les mettre avec les autres mammifères. Il y avait eu des hypothèses avec les fossiles. Maintenant, on a découvert que les cétacés sont apparentés avec la famille des bœufs, des chèvres. Si vous voulez venir au stand Paléotube, je fais ma pub, voici. Je pourrais vous montrer comment on a su que les cétacés étaient apparentés
aux bovidés, aux hippopotames et à tous ces animaux. Et il y a plein de ça. Et il y a aussi sur la vie humaine, depuis on a appris, si tous vous avez entendu parler peut-être de Lucie, donc l'Australopithèque découvert par Yves Coppens, enfin, entre autres par l'équipe, il était dans cette équipe et c'est une équipe entière qui les a découverts. Et bien, depuis, en 2001, il y avait la théorie, peut-être que vous avez entendu parler de l'X-Size Story, je sais pas, il y en a qui, ça parle à peu près ou pas? Oui, vaguement. Enfin, bon, c'était une hypothèse sur l'évolution humaine qui était valable en 2000, sauf qu'après, il y a une équipe, le laboratoire de paléontologie de Poitiers, où je travaille, qui a découvert Toumaï, au Tchad, et qui a donc... je sais que ça te fait mal. Et donc, depuis 2003, toutes les hypothèses qu'on savait sur l'évolution humaine ont changé, et par exemple, ce documentaire-là, qui date d'avant cette découverte, n'est plus vraiment à jour. Donc c'est pour vous dire aussi, comme ce qu'on nous parlait un peu, des fois de documentaires, comme la recherche change, la recherche fait changer toutes les connaissances, fait évoluer toutes nos connaissances, des fois les documentaires qui sont beaux être très bons, de bonne qualité, et j'ai pas grand chose à dire sur la Terre des monstres disparus, mais il n'est plus vraiment à jour. Ce sont des documentaires qui s'inscrivent dans leur temps. Encore une fois, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec nos chaînes, c'est nos vidéos sortent à un instant T. Et à partir du moment où il y a 2 ans qui se passent, en 2 ans, il y a un article qui peut contredire tout à fait notre vidéo. Moi, par exemple, j'ai parlé des mégalodons, le requin géant qui existait, j'ai balayé pas mal d'idées reçues. Il se peut que l'an prochain, il y ait une nouvelle publication qui sorte et qui contredise tout à fait ce que j'ai dit. D'ailleurs, pour anecdote, j'ai fait 2 vidéos dessus. La première, elle est sortie. 3 jours plus tard, une nouvelle publication sur le mégalodon sort. Et j'avais déjà pas mal de points validés par cet article. Mais du coup, j'en ai reparlé en 2e vidéo et effectivement, j'ai pu appuyer mes propos un peu plus profondément. Du coup. Mais c'est vrai que c'est intéressant le fait que vous soulevez parce que on parle souvent des dinosaures. Les dinosaures, mine de rien, c'est vendeur. Jurassic Park, Jurassic World, en ce moment, on est en plein dedans. Donc forcément, c'est bon. Voilà, on en parle et effectivement, c'est le problème, c'est que c'est plus vendeur que n'importe quel groupe fossile comme les scorpions de mer, les insectes, les mammifères. Ou même les invertébrés. Voilà, on néglige. Voilà, on parle de vertébrés, mais on parle très peu souvent d'invertébrés qui sont pourtant importants pour la vie. Voilà. Invertébrés. C'est les coquillages, tout ça, par exemple. Coquillages, oui, c'est vrai qu'invertébrés, c'est pas toujours connu. Du coup, on va devoir libérer la salle, je pense. Je y est venu, mais il est reparti. Il a dit 5 minutes, ok. Bon, peut-être une dernière remarque alors. J'avais une question, vu que vous venez de parler de vos chaînes YouTube. Si jamais il y a une publication scientifique qui vient invalider ce que vous dites dans une de vos vidéos, est-ce que vous la retirez ou vous faites un erratum dans la description ou comment ça se passe? Je pense qu'on aura chacun notre façon de faire. Moi, je pense peut-être un erratum, parce que c'est toujours bien. Parce que c'est toujours bien de garder l'ancienne vidéo, de montrer que justement les connaissances sont faites. Avant, on voyait ça, maintenant il y a ça. Moi, c'est ce que je ferais, je pense. Ouais, moi, ce que je ferais aussi, parce que c'est déjà assez chiant à faire une vidéo, on va pas la supprimer à chaque fois. Non, on en refait une autre derrière, comme ça fait encore plus de vues. Voilà. Voilà. Je suis assez d'accord de mon côté aussi, parce que ça demande énormément de travail. On dirait pas comme ça, mais genre une vidéo peut-être de 15 minutes, ça peut demander 2 à 3 à 4 semaines de travail peut-être en montage et compagnie.